Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à une question qui revient énormément de fois sur nos différents réseaux sociaux, à savoir est-ce que les ordinateurs quantiques, ça va être une menace par exemple pour la croissance et le développement du Bitcoin, et puis même plus globalement dans tout l'écosystème crypto. Parce que c'est une crainte en fait qui arrive de plus en plus et on le voit que on a de plus en plus de questions à ce sujet-là. Donc je vais essayer d'y répondre dans cette vidéo, bien que vous le savez, hein, je ne suis pas un spécialiste de l'ordinateur quantique, loin de là. Donc ce que je vais vous présenter ici, c'est un mélange des recherches que j'aurais pu effectuer, puis également aussi un avis personnel que je pourrais avoir sur la question. S'il y a des personnes qui sont un peu plus calées que moi également sur ce sujet, qui voudraient compléter ce que j'aurais dit dans cette vidéo, n'hésitez pas à nous en faire part dans la section commentaires comme d'habitude. Donc il y a une crainte en fait qui grandit de plus en plus et plus on avance, plus on voit que c'est un sujet qui devient important dans l'écosystème crypto et qui est tout simplement celui de l'arrivée des ordinateurs quantiques. Pourquoi? Parce que vous le savez, hein, mais les ordinateurs classiques, on a une évolution de la puissance de calcul qu'on a de nos ordinateurs classiques qui évolue de manière exponentielle depuis l'arrivée en fait des ordinateurs sur le marché, et c'est pas encore prêt de s'arrêter. Sauf que là, les ordinateurs quantiques, ça va être encore pire parce que c'est des puissances de calcul qui sont tellement énormes que c'est impossible en fait, j'ai envie de dire, pour l'être humain pour pouvoir concevoir en fait la puissance qu'il y a derrière. C'est très loin de ce qu'on peut avoir nous avec nos ordinateurs classiques, et en plus de ça, les ordinateurs quantiques, c'est plutôt fait pour faire vraiment une tâche vraiment très très spécifique, un seul type de calcul. En fait, c'est pas comme quand on vous a déjà parlé par exemple du minage de crypto-monnaies. Si vous voulez miner certaines crypto-monnaies avec une carte graphique, votre GPU, en effet là, la GPU c'est quand même assez malléable. Vous pouvez faire tout un tas de choses, c'est pas très 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 spécifique en termes d'informations et de tâches que vous allez pouvoir réaliser avec votre carte graphique. Avec les ASIC par exemple, dans le cas du Bitcoin, hein, on sait que les personnes qui sont capables aujourd'hui de miner du Bitcoin, notamment le SHA-256, c'est des outils qui sont très spécialisés, qui font uniquement ça, et c'est ce qu'on appelle les ASIC de Bitcoin. Donc là, il y a un site, par exemple, qui s'appelle ASIC Miner Value, et qui va vous présenter les différentes puissances de calcul, de consommation électrique, etc., en fonction des nouvelles machines qui ont été mises sur le marché, principalement par Bitmain, parce que c'est Bitmain qui crée aujourd'hui ce genre de machines-là. Et donc, en fait, en réalité, pour l'ordinateur quantique, c'est un peu pareil, sauf que c'est encore plus spécialisé que les ASIC, parce que là, c'est vraiment un seul type de calcul vraiment très spécifique. Et donc, il y a une crainte qui évolue comme ça dans la communauté crypto et qui se disent les ordinateurs quantiques, de toute façon, même si c'est pas pour aujourd'hui, ça arrivera à un moment donné sur le marché. Et donc, si on arrive à une puissance de calcul qui est telle qu'on arriverait à décrypter en fait tous les types d'algorithmes de hachage qui existent aujourd'hui sur le marché, ça pourrait être une problématique pour l'écosystème crypto. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec la puissance de calcul qu'on a avec les ordinateurs et les moyens qu'on a aujourd'hui, c'est impossible pour une machine de pouvoir déterminer la clé privée à partir notamment d'une clé publique qu'on peut avoir. Donc vous le savez, hein, sur les crypto-monnaies, vous avez toujours une clé privée, une clé publique, etc. Et donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple si vous avez une clé privée de pouvoir générer bien évidemment des clés publiques. Et c'est impossible aujourd'hui que la puissance de calcul qu'on a de faire l'inverse, c'est-à-dire à partir d'une clé publique de pouvoir déterminer la clé privée qu'il y a derrière. Il y a tellement de possibilités qu'il faudrait des centaines, voire des milliers d'années en fonction de la méthode qu'on va utiliser pour pouvoir décrypter finalement cette mécanique-là et arriver à déterminer une clé privée, par exemple, à partir d'une clé publique. Donc jusqu'à présent, c'est impossible avec les outils qu'on a aujourd'hui. Par contre, il y a des spécialistes hein, comme Alain Aspect ou Jean Dalibard hein, qui sont des spécialistes aujourd'hui de la physique quantique et qui ont travaillé aussi sur la création et le développement des ordinateurs quantiques et qui se sont posés cette question-là, qui se sont dit au final quelle puissance de calcul il nous faudrait et quand est-ce qu'on pourrait estimer l'arrivée vraiment des ordinateurs quantiques. Parce qu'aujourd'hui, bien qu'on en entende parler, parce que Google aujourd'hui et des grosses boîtes essayent de développer des ordinateurs quantiques, mais on n'en est encore qu'au tout début. Et à partir de quelle puissance, en fait, aujourd'hui, on pourrait estimer qu'on aurait les mécanismes de défense et cryptographique qu'on a aujourd'hui, qui permettent de sécuriser nos données, qui pourraient être mises à mal par la création et le développement de ces ordinateurs quantiques. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les ordinateurs quantiques, c'est leur puissance de calcul, c'est pas comme la puissance de calcul qu'on peut avoir, nous, sur notre ordinateur classique, c'est notamment mesuré en qubits. Donc je vous laisserai jeter un coup d'œil sur ce que sont les qubits. C'est pas un cours de physique quantique que j'ai envie de vous faire de toute façon, mais c'est en qubits. Et aujourd'hui, on est entre 72 et 75 qubits. Et notamment, donc Alain Aspect et Jean Dalibard ont estimé que
pour arriver à décrypter notamment le SHA-256 et ce qui est utilisé aujourd'hui pour le cas de Bitcoin, qui est l'Elliptic Curve Digital Signature Algorithm. Donc l'algorithme de signature de courbe elliptique digitale. Là, en fait, pour arriver à décrypter tout ça, et notamment aussi l'algorithme de hachage, le SHA-256, il faudrait arriver à une puissance de 2450 qubits. Donc aujourd'hui, on en est à 75, on en est encore qu'aux prémices. Donc pour eux, ils n'estiment pas l'arrivée des ordinateurs quantiques de cette manière-là, pas avant 2030, 2040, voire certains d'autres spécialistes qui disent que ça arriverait même encore beaucoup plus tard. Donc vous voyez, on en est encore qu'au tout début. Donc cette menace de l'ordinateur quantique, elle n'est pas encore présente, mais elle est légitime et on peut se poser la question. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit un petit peu plus tôt dans cette vidéo, c'est que les ordinateurs quantiques, c'est vraiment des outils qui sont extrêmement spécialisés et bien plus spécialisés par exemple que les ASIC, qui sont déjà des outils spécialisés puisqu'ils sont capables aujourd'hui de vérifier un seul type de transactions et notamment par exemple dans le cas là, de Bitcoin, c'est le SHA-256. Donc ils sont capables de travailler avec un seul type d'algorithme. Pour l'ordinateur quantique, c'est encore pire parce qu'eux, ils sont encore obligés d'encore plus se spécialiser, c'est vraiment sur un seul type spécifique de calcul. Et ce qu'il faut savoir pour le cas de Bitcoin, pour vraiment craquer, on va dire, tout l'algorithme de Bitcoin, il y a deux choses à avoir en tête. C'est qu'il faudrait déjà arriver à craquer donc, le CDSA, donc, qui est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, qui est une mécanique pour signer les transactions. Et puis il y a également l'algorithme de hachage qui est le SHA-256, qui sont deux méthodes différentes aujourd'hui qui sont utilisées sur l'écosystème Bitcoin. Et donc pour pouvoir les craquer totalement, il faudrait arriver à craquer les deux. Donc il faudrait deux types d'ordinateurs quantiques capables de faire ça. En plus de ça, on entend de plus en plus parler l'arrivée de la signature Schnorr sur le cas de Bitcoin. Il y a plein d'articles que je vous mettrai dans la description de la vidéo pour ceux qui voudront en savoir un petit peu plus. Mais aujourd'hui, donc, on utilise le CDSA pour pouvoir notamment signer les transactions sur l'écosystème Bitcoin. Et l'arrivée des signatures Schnorr, ça permettrait tout simplement d'améliorer la confidentialité au niveau de l'écosystème Bitcoin. Mais du coup, ça serait une autre manière de pouvoir signer les transactions qui serait différente de celle qu'on a aujourd'hui. Donc admettons qu'on ait quelqu'un qui aimerait aujourd'hui craquer l'écosystème Bitcoin et qui arriverait finalement à faire ça, peut-être que demain on serait passé sur la signature Schnorr ou même encore une prochaine, une qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui, et donc ça serait un ordinateur, en fait, s'il avait été uniquement et spécialement conçu pour craquer ce genre aujourd'hui de type de signature, si demain on passe sur autre chose, c'est un ordinateur qui vous sert strictement plus à rien. Et donc c'est la même chose pour les ASIC. Si demain on commence à être donc sur le SHA-256 mais que Bitcoin change de type d'algorithme et qu'on n'est plus sur le SHA-256 mais qu'on passe sur autre chose et sur un autre type d'algorithme de hachage qui va être différent. Et d'ailleurs il y a certaines crypto-monnaies aujourd'hui qui ont déjà développé des algorithmes de hachage qui sont ce qu'on appelle quantum résistants, donc résistants à la technologie quantique et aux ordinateurs quantiques. Alors on n'en est encore qu'aux prémices, mais on pourrait imaginer si demain, en effet, Bitcoin serait dans une situation de menace et peut-être avec une adoption qui serait bien plus importante que celle qu'on a aujourd'hui, parce que je vous rappelle que les ordinateurs quantiques, c'est pas pour aujourd'hui, c'est pas non plus pour demain, on en a encore pour plusieurs années, et on pourrait très bien imaginer qu'il y aurait d'autres types d'algorithmes de hachage qui seraient résistants aux ordinateurs quantiques, et qu'est-ce qui empêcherait la communauté de se dire, ok, aujourd'hui, la mécanique dans laquelle Bitcoin évolue, elle est à risque, donc on fait un fork, et on décide de passer sur un autre type d'algorithme qui va être résistant à l'ordinateur quantique. Et au final, l'ordinateur quantique ne serait plus capable de pouvoir lire les nouvelles fonctionnalités et de craquer les nouveaux types d'algorithmes de hachage. Donc moi, c'est ma vision, c'est que je ne vois pas aujourd'hui les ordinateurs quantiques comme étant une menace, et bel et bien comme peut-être une opportunité de voir et de découvrir tout un tas de nouvelles choses, mais pas une menace vraiment proprement parlée pour Bitcoin, parce que du jour au lendemain, on pourrait très bien décider de changer de type d'algorithme, on pourrait changer aussi le type de signature, passer comme là, je vous l'ai montré tout à l'heure, de l'ECDSA à la signature Schnorr, et puis même après sur d'autres types d'algorithmes. Et donc pour moi, c'est pas forcément une menace, vu qu'on aurait des possibilités et d'autres alternatives qui se présenteraient à nous. Il y a également une réflexion que je me suis faite d'un point de vue personnel et que je voulais partager avec vous. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, par exemple, que
aujourd'hui, si on a un ordinateur quantique qui est peut-être déjà mis à jour, mais que c'est secret défense et qu'on ne le sait pas forcément, ou que ça arriverait plus tôt que prévu, on aurait des problématiques qu'on n'aurait pas pu anticiper auparavant. Et ça, pour moi, ça me rappelle un petit peu un plan de l'histoire que vous connaissez sans doute avec la machine Enigma. Donc je vous laisserai tous les liens dans la description de la vidéo. Il y a tout un tas de documentaires qui expliquent ce qu'est Enigma, à quoi ça sert, etc. Et tout ce qui existe aujourd'hui sur le plan historique. Mais un bref rappel pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour la Seconde Guerre mondiale, les Allemands utilisaient une méthode de communication qui était très spécifique et qui était impossible pour les Anglais, les Français, etc. de pouvoir décrypter leur système de communication. Sauf qu'à un moment donné, des chercheurs anglais, dont Alan Turing, ont réussi à décrypter cette méthode de communication avec les Allemands. Et pour garder ce secret-là vraiment de leur côté et utiliser à bon escient cette méthode de décryptage en fait, de communication qu'ils avaient pu avoir avec les Allemands, pour garder ça secret et utiliser cet avantage vraiment juste d'un point de vue stratégique, ce qui les a menés à gagner la guerre in fine, mais pour garder ça stratégiquement de côté et éviter que les Allemands s'en rendent compte et changent leur algorithme, et changent leur manière de communiquer, ils ont laissé plusieurs milliers de morts sur le champ de bataille alors qu'ils auraient pu anticiper tout ça et même au final les sauver. Sauf qu'ils se sont dit, si finalement on sauve ces milliers de personnes-là, les Allemands vont se rendre compte qu'au final ils ont réussi à décrypter leur méthode de communication, ils l'auraient changé et au final on aurait perdu la guerre. Donc il y a tout un documentaire justement là-dessus, je crois que vous pourrez même le retrouver sur Netflix, qui est vraiment super, enfin moi je le trouve vraiment super intéressant. Et donc tout ça, ça m'a amené aussi à réfléchir et de me dire, au final, si jamais on arrive à développer une technologie aussi importante que les ordinateurs quantiques, est-ce que la première chose que les personnes ou que les institutions ou que le pays qui aurait réussi à développer ça ferait pour... est-ce que la première chose qu'ils attaqueraient, ça serait d'attaquer tout simplement l'écosystème Bitcoin, sachant que si vous attaquez l'écosystème Bitcoin et que vous brisez l'algorithme de hachage et que, admettons que vous arrivez à tout détruire, donc le CDSA, le SHA 256, etc., ça veut dire qu'au final, la confiance qu'on a au niveau de l'écosystème Bitcoin, ça serait totalement perdu, et donc on le détruirait, et donc vous détruiriez toute la valeur qu'il y aurait à l'intérieur de l'écosystème, ce qui pour moi déjà est peu probable, parce que vous avez plutôt intérêt aujourd'hui à participer, j'ai envie de dire, positivement à l'écosystème plutôt que de détruire l'intégralité de ce que vous pouvez avoir comme valeur et comme actif à l'intérieur de cet écosystème. Donc ça, c'est une première chose. Mais en plus de ça, pour faire le parallèle avec Enigma, est-ce que la première chose que vous allez faire, c'est d'attaquer l'écosystème Bitcoin ou attaquer tout un tas d'autres choses? Ça peut être les systèmes de communication, si c'est les Américains, ça peut être de décrypter peut-être les systèmes de communication que vous avez au niveau de l'État russe. Vous avez aussi tous les systèmes cryptographiques, bancaires, etc. Il y a tout un tas aujourd'hui d'autres choses bien plus importantes et bien plus sophistiquées que simplement le Bitcoin. Et à partir du moment où vous avez détruit l'écosystème Bitcoin, j'ai envie de dire, le secret, il est plus gardé, on le sait. Et donc, au final, quelque chose qu'ils auraient pu utiliser à leur avantage pour récupérer des informations, pour avoir un avantage peut-être sur les différents pays au niveau de leurs concurrents, et ben au final, ils le grillent, un peu comme ce que je vous ai expliqué avec Enigma, ils le grillent, ce qui serait quand même très dommage. Donc je vois pas comment une institution ou un pays développé comme les États-Unis, etc., qui pourraient être les premiers à développer l'ordinateur quantique, l'utiliserait dans un premier temps pour détruire l'écosystème Bitcoin, alors que ça se verrait tout de suite, alors qu'ils pourraient l'utiliser de leur côté plutôt en secret, un peu comme Enigma, et récupérer des informations peut-être spécifiques sur d'autres gouvernements et avoir vraiment une avance considérable sur d'autres types de pays, d'autres types de gouvernements. En tout cas, c'est mon point de vue et j'aimerais bien avoir aussi le vôtre dans la section commentaires. Est-ce que c'est quelque chose que vous partagez? Est-ce que vous êtes complètement en contradiction avec ce que je vous ai dit? Est-ce que vous avez peut-être en tête aussi d'autres points un peu plus spécifiques qui permettraient d'agrémenter ce que j'ai déjà pu vous expliquer dans cette vidéo? Donc n'hésitez pas à me dire un petit peu votre retour dans la section commentaires. Pour tous ceux, comme d'habitude, qui veulent en savoir un peu plus sur le milieu des crypto-monnaies et qui veulent commencer à investir sur le domaine des cryptos, vous avez le lien de notre guide dans la description de la vidéo. Donc n'hésitez pas à le télécharger, c'est totalement offert et ça vous permettra de faire vos premiers pas plus rapidement. Je vous souhaite une excellente fin de soirée à tous, comme d'habitude, et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous!